Alors Daniel, tu as été une dirigeante nationale de premier plan du Parti communiste français, tu t'en es éloigné à un moment du fait des orientations qui étaient adoptées et qui conduisaient à la liquidation du parti. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien plus faible qu'à l'époque où tu as pu diriger le parti, et pourtant le livre que tu as écrit, Le communisme retrouvé, est un livre de témoignages, mais très optimiste sur la situation et qui donne envie de voir, on va dire, ce que va être la suite pour nous. Alors comment se fait-il que ce livre soit optimiste dans la situation que nous vivons, qui est quand même à la fois une situation d'attaque féroce du patronat et en même temps d'affaiblissement du parti? Oui, je porte la parole. Oui, alors, dire qu'il est optimiste, c'est vrai. Je pense que le communisme a des beaux jours devant lui et que, de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons changer de société. Ça, c'est fondamental. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre? Les jeunes de l'avant-garde m'ont interrogé. Ici, comme dans la PACA, vous ne verrez pas le résultat de l'interview, parce qu'il a été supprimé, étant donné que depuis 25 ans, je suis totalement interdite, je suis interdite de l'IMA, interdite de toutes les publications communistes. Mais c'est vous dire, si je suis convaincue que le communisme est nécessaire, je pense que c'est un épiphénomène que de m'interdire, que ça prouve une situation de faiblesse, mais le véritable problème, j'ai écrit ces mémoires, c'est qu'on est en train de trafiquer la mémoire des communistes et au-delà de notre peuple, parce que justement, pour empêcher le changement de société. Et ce qui s'est passé au Parlement européen vous nous confirme, si besoin était, à quel point il y a trafic de mémoire. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé au Parlement européen. Les camarades, on les connaît, on les a vus, etc. C'est très, très, très grave. Parce que deux choses se jouent dans le trafic des mémoires. Le premier, c'est la capacité de lutte et c'est abattre ceux qui veulent une véritable transformation de la société, les révolutionnaires. Et la deuxième chose, c'est de produire une situation qui permette la guerre. Dans ces deux cas, nous ne pouvons pas le tolérer. Et moi, je vois venir ça depuis longtemps. Tu dis que je n'étais plus au parti, mais pendant le temps que tu décris, j'étais quand même à Cuba. Je passais la moitié de mon temps avec mes étudiants de sociologie et l'autre moitié de mon temps, j'étais à Cuba. Je ne peux pas dire que ça soit une rupture avec le communisme, tu vois. Et ce qui m'a frappé durant cette période, c'est que non seulement, malgré la pression qui s'exerçait contre nos idées, souvenez-vous que l'UMA s'est quand même payé le luxe, et je le dénonce parce que ça c'est incroyable, de soutenir Robert Ménard contre Fidel Castro. C'est énorme. Et ce sont les mêmes qui continuent à soutenir, à refuser de soutenir le Venezuela, à dénoncer actuellement, sous prétexte, toujours le même prétexte, la pureté révolutionnaire, ce communisme qui n'a jamais existé nulle part, et qui est tellement beau qu'on ne le verra jamais. Pendant ce temps-là, ça permet d'aboyer avec le capital contre ceux qui se battent, qui ne sont peut-être pas parfaits, mais qui se battent. Donc moi, c'est le contraire de ma ligne. Avant de critiquer, j'essaie de soutenir ce dont le combat va dans mon sens. Et je continue d'ailleurs pour le parti. Je considère que mon parti demeure dans cette société, si faible soit-il, si affaibli, si
tout ce que vous voulez, ça continue à être le lieu de la possibilité de la plus grande résistance. Comme je dis en citant un camarade d'Aix qui avait cette phrase, je suis au parti parce que c'est là où il y a le moins de fascistes. Si vous voulez, je considère que le parti demeure un outil irremplaçable. Alors voilà, donc je voudrais vous dire, parce que je suis sociologue, je ne suis pas a priori une dirigeante et je pense que je ne suis pas ce qui se fait de mieux en matière de dirigeant. J'ai beaucoup de défauts, il y a des gens qui savaient mieux diriger que moi, qui ont été exclus. Et c'est d'eux dont je regrette le plus la présence. Je pense à mon amie Gisèle Moreau. C'était des gens qui savaient diriger, qui savaient créer l'unité, le rassemblement. Moi, je cherche la vérité. Et la vérité, c'est pas toujours... si vous voulez, je suis une intellectuelle plutôt. Mais donc, si vous voulez, je vais essayer de vous dire en 2 mots le travail qui est fait sur la mémoire. Pourquoi c'est très grave. Je ne peux pas expliquer ça très longuement, mais je vais vous dire, tous vos souvenirs sont des souvenirs collectifs. Vos souvenirs d'enfance, vos parents vous ont dit « Ah, tu as toujours été comme ça ». On vous a créé en quelque sorte une personnalité, et c'est pareil, toute votre vie, vos souvenirs ont été en quelque sorte créés par le groupe auquel vous appartenez. Ces groupes sont multiples. Votre dimension de classe, votre religion, votre nation. Donc tous vos souvenirs sont collectifs et la mémoire collective qui en résulte est une mémoire qui est chargée de conforter le groupe et de le rendre plus actif. Si on manipule la mémoire d'un enfant, on le rend névrosé, on le rend incapable d'agir. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui pètent les plombs, qui ont des crises, tout ça. Et le travail consiste souvent à retravailler la mémoire et la véritable vie de l'enfant. Vous savez, quand on dit qu'il y a un cadavre dans le placard, on n'avance pas. Donc, la mémoire collective, on a travaillé la mémoire collective du parti. Et à travers la mémoire collective du parti a été travaillée la capacité révolutionnaire de notre peuple. Donc ça remonte. Donc moi, sur beaucoup de choses, ça a commencé très tôt. C'est-à-dire que il y a eu des historiens anglais qui ont beaucoup travaillé là-dessus, dès qu'il y a eu l'hypothèse de Mitterrand, a été déchaînée par le capital une transformation des faits, c'est les nouveaux philosophes, c'est tout ça. Il ne fallait surtout pas que le Parti communiste soit en force. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment au Portugal. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille la mémoire. Donc, j'ai essayé de retrouver notre mémoire. C'est pas ma mémoire, c'est notre mémoire. J'ai été atterrée de voir à quel point les communistes, quand je revenais de mes pérégrinations à Cuba ou ailleurs, pour la plupart étaient meurtris, avaient honte d'agir, étaient bloqués, un peu comme une névrose, parce qu'on les persuadait de plus en plus qu'ils étaient incapables. Donc je me suis dit, il faut repenser la mémoire, il faut repenser notre mémoire, c'est-à-dire que je vais partir d'anecdotes, c'est comme ça qu'on recrée la mémoire. Par exemple, pour vous donner un exemple, on a créé la mémoire collective française à travers, il y a un type qui était le maître de ça, qui s'appelle Ernest Lavis, il a fait 24 volumes, je les ai tous lus, c'était passionnant. C'est-à-dire qu'il a créé la mémoire de la République française, en inventant d'ailleurs, en tronquant des choses. Par exemple, un seul exemple, Charlemagne et les petits-enfants. Vous savez, les gentils petits-enfants qui étaient comme par hasard des prolétaires, des gens pauvres, et les méchants qui étaient des aristocrates, donc ils faisaient, et Charlemagne qui était un Allemand, hein, qui était avec sa chapelle, il devenait l'empereur des Français qui avait créé la République française. Et nos joies républicaines. Eh bien, on a fait le même travail sur les communistes et sur la société française contre la Révolution. Contre tout ça, et ça a commencé avec Mitterrand, et ça a pris sa pleine mesure. Hein. Et si vous voulez, j'essaie de reprendre tout ça, et j'essaie donc de travailler sur des faits,
sur des moments que nous avons tous vécus ensemble. Et à partir donc de l'anecdote, je remonte jusqu'à l'analyse de ce qui s'est passé. Donc, comme l'a dit très bien notre camarade Pierre-Alain Millet, c'est à la fois des mémoires individuelles, complètement subjectives, pleines d'anecdotes. Je suis aussi démunie que vous. Par exemple, le parti m'envoie à Malte, Gorbatchev et comment il s'appelle l'autre là, Bush. Il y a une tempête phénoménale, on n'arrive pas à se rejoindre, il pleut partout. Enfin, et je raconte, je dis, c'est comme Fabrice Ndongo à Waterloo, j'ai rien vu passer. C'était le. Moi, on m'envoyait tout le long, Maxime Grémetz m'envoyait partout voir ce qui se passait. Je faisais des rapports. Pour deux raisons. La première, il n'était pas d'accord avec ce qui se passait, donc on envoyait un individu de deuxième plan, on n'envoyait pas Georges Marchais, ou, vous voyez, on envoyait un individu qui n'était pas à la tête. Mais deuxièmement, j'étais un peu moins gourde que les autres, c'est-à-dire que je ne prenais pas la rencontre entre Bush et Gorbatchev pour un triomphe du communisme. Donc, on était assez d'accord. Et je raconte comment tout ça s'est passé, et si vous voulez bien, je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que d'après moi, le plus important de mes mémoires, c'est la question: quelle a été notre absence de stratégie? Et pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation? Il y a eu plusieurs points. Par exemple, moi j'ai été profondément choquée, je vous le dis, quand j'ai vu cette année, pas l'année d'avant, quand on a voulu faire de Marché un chantre de l'eurocommunisme. C'est le contraire. Marché, bien sûr, au départ, se retrouve dans l'eurocommunisme, mais l'eurocommunisme fait partie d'une stratégie qui est celle des partis communistes italiens et français et autres depuis la fin du Comintern. Donc, ça remonte loin, cette stratégie. Et lui, il en fait partie, mais à un moment, quand il s'oppose à la destruction qu'est l'eurocommunisme, il va s'en prendre. Il y a une campagne qui est déchaînée contre lui, abominable. Donc j'essaie de reprendre tout ça. Quand vous avez eu l'année dernière, on est venu dire que Marché était le chantre de l'eurocommunisme, qu'il avait toujours. Ça se combinait d'ailleurs, on fêtait 1917 avec le grand portrait de Trotsky, à Fabien. Donc je me suis dit, là ça suffit. Je vais dire ce que je sais et comment je l'ai vécu. Mais je vais le dire comme vous l'avez vécu. Comme on l'a tous vécu, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des choses qu'on mesure, puis il y a des choses qu'on ne mesure pas. Et peu à peu, ça devient comme un puzzle. Et peu à peu, on voit des choses qui se répètent, qui existent, etc., et qui sont très parlantes, très parlantes. Alors, si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous mesuriez bien le trafic des mémoires. Je vais failli vous apporter 3 livres. Un livre qui date de 1983, qui est paru dans la collection Essentielle, et qui est les textes de Staline, des textes, vous savez, il faisait les textes d'un tel, les textes du classisme, du marxisme. Et vous avez un livre paru en 1983 qui est les textes de Staline, avec un très beau portrait de Staline en tête, traduit par Françoise Sève, et qui de surcroît est présenté par un très grand soviétologue qui est Francis Cohen. Et c'est un texte critique. Alors les textes sont super, très intéressants, etc. Mais le texte critique Staline, le stalinisme, etc. En disant voilà les erreurs qui ont été commises, tout ça. Mais bon, c'est un texte qu'on peut lire aujourd'hui. Pour vous dire à quel point ce texte serait interdit aujourd'hui, il m'est arrivé une mésaventure. Je fais un texte pour les Hongrois sur le cinéma hongrois et sur ce qui s'était passé en Hongrie, et je cite Lukács. Et je cite un deuxième livre qui est paru aussi en 1983, les œuvres complètes de Lukács,
Lukács écrit ce texte au moment où il dénonce le pacte de Varsovie qui envahit la Tchécoslovaquie. C'est la fin de sa vie, il est complètement anti-stalinien, mais il dit la Russie stalinienne nous a sauvés à 2 reprises, premièrement avec les nazis, et deuxièmement, elle nous a sauvés en ayant la bombe atomique, parce que les capitalistes étaient prêts à l'utiliser comme ils l'ont montré à Hiroshima. Et l'équilibre de la terreur nous a sauvés. Bon. Je vous assure que ces 2 phrases sont tout ce qu'il y a de plus. Il faut être bigot pour se signer. Ben, mon texte a été interdit par la revue Cause Commune, parce qu'il était accusé de stalinisme. Alors, arrivé à un tel degré, moi j'ai pas encore, je demande des réflexions collectives sur les périodes, mais arrivé à un tel degré de bigoterie, on est exactement dans ce que veut le Parlement européen. C'est-à-dire qu'on veut ne pas nous faire réfléchir, y compris à nos propres fautes et nos propres erreurs, pour les reproduire. Par exemple, pour me censurer. Parce que ça, c'est une démarche qu'on peut qualifier de stalinienne. Vous voyez? Donc, moi, je me bats contre ça, j'écris ces mémoires là-dessus, mais si vous voulez, il y a plein de choses, parce que je laisse les questions ouvertes. Il y a notre féminisme, il y a notre lutte pour les droits des individus, il y a plein de choses comme ça que je reprends, et avec lequel je dis mon accord ou mon désaccord sur tel et tel aspect, mais il y a un point essentiel qui encore aujourd'hui pèse sur nous, et je vais essayer d'aborder ce point. Je n'ai pas le temps de tout aborder parce que je veux accorder de la place au débat avec notre camarade, j'allais dire soviétique, russe. Donc je pense que c'est très important. Je pense que, si vous voulez, je veux que le débat s'ouvre dans le parti, mais je veux aussi qu'il s'ouvre avec les autres partis communistes. Pour ceux qui suivent notre blog avec Marianne, on apporte aujourd'hui des états de réflexion et des avancées de nos camarades russes, de nos camarades portugais, de nos camarades cubains, mais ça fleurit de partout, il y a une vie qui naît. Moi, si vous lisez notre blog, vous vous apercevez de ça. Et les gens viennent me dire, mais comment la richesse? Ben, la richesse, c'est simplement la traduction de ce qui se fait. Donc moi, je suis pour le débat avec nos camarades, notre camarade qui vient quand même, alors que l'UMA ne l'a pas dit, de remporter un triomphe, on peut dire électoral, surtout à Moscou. C'était inespéré quand on connaît Moscou, puisque notre camarade est moscovite, et l'UMA n'en parle pas. Ça, je ne demande pas, je ne veux pas un socialisme qui copierait un modèle, je veux un dialogue, un débat, nous en avons besoin, urgent, autrement nous mourrons. Donc, si vous voulez, pour vous dire, je voudrais que sur ces questions-là, je ne suis pas sûre d'être en totalité d'accord avec nos camarades soviétiques. Je les suis, je trouve qu'ils nous apportent énormément, mais j'aimerais que le débat se poursuive. Alors je vous explique. Pour moi, il y a, et je vais centrer là-dessus mon exposé, parce que je pense que c'est ce que j'attends le plus comme discussion entre nous. Mon hypothèse centrale de mes mémoires, c'est, je vais vous résumer ça en quelques phrases. Voilà. Si aujourd'hui, on se dit que la chute de l'Union soviétique et du socialisme européen, parce que c'est bien la chute de l'Union soviétique et du socialisme européen, hein, dans le reste du monde, ça demeure. Et ça se développe, voire ce qui se passe en Chine. Si on se dit que cette chute est liée au fait que le socialisme n'était pas le socialisme, que de toute façon on n'a pas besoin du socialisme, qu'à 2% vous passez directement au communisme, avec la pire des classes capitalistes que nous ayons, hein, sans passer par aucun médiateur, là on est dans le communisme, c'est parfait. Bon, si on se dit ça, on se dit que tout ça c'est la faute de qui? Que ce communisme donc était pourri, donc il ne faut plus parler de ces gens-là, et
on tombe dans le réformisme le plus total. Si c'est pas le réformisme, on sait aujourd'hui où il en est, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le réformisme et le capitalisme. Donc, pratiquement, ils sont en train de crever de ça. Donc, on rentre là-dedans. Si on se dit que, si vous voulez, c'était pourri. Deuxième hypothèse, on se dit par contre qu'il y a eu trahison. Bon, s'il y a eu trahison, il ne reste plus qu'à être gauchiste et à couper le cou des traîtres qui passent à notre portée. Et évidemment, les traîtres sont toujours... On a toujours le traître de quelqu'un. D'accord? C'est pas mon truc non plus. Moi, je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a eu, si vous voulez, une recomposition du capital. Il y a eu le capital est parti de sa propre crise pour lancer une offensive et déporter en quelque sorte ses problèmes en particulier l'URSS et les pays d'Europe. Les Russes disent eux-mêmes que ça lui a accordé 30 ans de sursis. Et si vous voulez, c'est ce que je suis et que j'essaie de faire comprendre par des exemples. J'essaie de susciter ça, mais sans trancher encore. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a eu trahison. La trahison, elle est intervenue sur des problèmes bien réels. Et si vous pensez ça, cette fois-ci, ça vous permet de vous interroger, de vous dire, mais il y en a d'autres qui ont essayé de lutter contre ça. Regardons autour de nous. Vous avez par exemple les Cubains, vous avez la Chine, vous avez aujourd'hui nos camarades de Russie, partout. Ils ont tous un petit morceau de la solution. Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute dans le parti et il faut qu'on en discute avec les autres communistes. Or, on nous oppose le fait qu'on a toujours un contact avec un groupuscule quelconque qui empêche de faire contact avec le parti communiste du pays, en l'occurrence. Donc, comment je vois cette affaire? Je vais vous rappeler quelques faits pour que ça vous donne un peu le truc. Je vois à partir, je perçois, je mets cette date à partir de 73-74. Rappelez-vous, 73, c'est quoi? C'est le Chili. Hein? C'est-à-dire que ça va être... Le Chili, qu'est-ce qu'on voit du Chili? C'est une tentative de gouvernement qui, dans le fond, applique un peu la stratégie de l'eurocommunisme, hein, un peu partout. C'est-à-dire la stratégie qui est née de la fin du Comintern. Une stratégie où, si vous voulez, on n'a plus besoin de faire la révolution telle qu'on l'a faite jusqu'ici. On peut, par la démocratie, aller au pouvoir et le rapport des forces avec, et faire ça, c'est l'unité populaire. Bon, avec des gens qui valent le coup, hein, les socialistes, Salvador Allende, c'est pas Fabius, hein, c'est pas nos socialistes à nous. Bon, donc, on a ces gens-là. Or, ils se prennent une défaite monumentale. Et paradoxalement, ces gens qui vont faire des horreurs au Chili, on torture les enfants devant la mère pour qu'elle parle. Hein? Ces gens-là vont lancer la deuxième offensive qui est l'offensive des droits de l'homme. Voilà. Dans les pays socialistes, il n'y aurait pas de défense des droits de l'homme. Bon. Tout ça se passe, déjà, réfléchissez un peu à l'opération. Nous avons, toujours dans ces années 74, je suis sûr que si je vous rappelle quelque chose, vous vous en souvenez même plus. On était les rues de Paris, la nuit. Il y a la crise pétrolière. Il n'y a plus de pétrole. Vous vous rappelez pas? Hein? On vous dit, il n'y a plus de pétrole. C'est la grande crise pétrolière, mais on va, à partir de la crise pétrolière, reprendre toute
toute l'offensive du capital, en particulier sur les pays du tiers-monde. On va réorganiser le marché de telle sorte que les produits premiers de base vont être très peu payés, alors que les produits fabriqués qui viennent de l'Occident vont être surpayés. On va faire ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire qu'on détruit les États pour mieux investir. Troisième problème, vous allez encore y penser, cette année 73-74, c'est le moment où, rappelez-vous, on a signé la signature du programme commun et on prolonge là aussi la stratégie de la libération. Cette stratégie, elle supposait un rapport de force à l'échelle mondiale. Elle supposait une URSS capable de maintenir ce qu'elle avait fait, la paix contre le nazisme et contre la bombe atomique. Or, il s'est passé un événement qui a été Khrouchtchev et qui a été d'une certaine mesure, l'affaire des fusées de Cuba est très importante, elle est antérieure, c'est-à-dire qu'ils disent, mollo, nous, on veut faire le socialisme, on veut avoir le bien-être, on veut avoir tout ça, coexistence pacifique, et ils se positionnent sur l'Europe. La campagne, si vous voulez, ils quittent, Cuba va passer son temps à ramer là-dessus. Le Tché, tout ça, bon. Et il y a tous ces jeux qui se jouent. Et vous allez avoir, dans les années 74, une nouvelle étape. C'est-à-dire que jusque-là, on a eu Willy Brandt, on a eu, en Europe, on a eu, comment il s'appelle l'autre, le De Gaulle, on a eu plein de gens comme ça. Et puis on a Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. C'est-à-dire que c'est là, c'est fini. Ils retournent à l'atlantisme fort pur et dur. Et ils vont procéder à deux choses. On va empêcher l'URSS d'acquérir les choses dont elle a besoin pour se développer, les savoirs, etc., tout le développement scientifique et technique. Et on va, dans le même temps, faire monter les missiles et les fusées autour de trucs. Et c'est là, dans ce moment-là, que nous, on aboutit à la signature du programme commun qui a été conçu dans une toute autre donnée de figure. C'est-à-dire qu'on était arrivé à s'entendre avec des socialistes comme Savary, comme même Roy, comme des gens comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une double transformation. Le Parti socialiste a été réformé de l'intérieur par Mitterrand, qui en a fait ce qu'il est devenu, c'est-à-dire plus un parti ouvrier réformiste, mais un parti lié, comparable aux démocrates à l'américaine. Quand on a fait le programme commun, nous, c'est ce qu'a voulu faire Torres, c'est ce qu'a voulu faire Valdez-Crochet, on avait dans la tête, si vous voulez, quelque chose qui était le monde ouvrier qui s'unissait. Or, là, on disait il y a une alternative. Ou c'est de faire, et sa troisième force, c'est-à-dire qu'il va jouer la troisième force, ça on ne le veut pas, ou c'est un parti communiste comme à la Libération, mais cette fois-ci on sera avec, et on forcera à aller vers le socialisme. Mais il y avait une troisième hypothèse qu'on n'avait pas envisagée, l'élection de Mitterrand, qui était ce qu'il est. Je décris Mitterrand complètement dans ce qu'il est, le personnage qu'il est, et comment va se jouer à ce moment-là la stratégie en 74, c'est le renversement où on s'aperçoit pour la première fois que la stratégie du programme commun ne nous profite pas à nous et que c'est les socialistes qui passent devant nous. Donc, ce que je fais comme hypothèse, vous verrez, je donne beaucoup d'éléments pour essayer de comprendre ça, je dis que par rapport à ça, il y avait donc des problèmes structurels auxquels nous avons eu du mal à répondre, qui était la recomposition du capital et la manière dont le capital déportait ses forces. Là-dessus, il y a eu des traîtrises incontestables. Et je vous donne deux exemples pour vous montrer à quel point il y a traîtrise. Moi, je dis qu'il y a traîtrise quand le modèle se reproduit.
Bon, il y a des gens qui peuvent faire des imbécilités parce qu'ils ne comprennent pas, c'est pas de la traîtrise. La traîtrise, c'est quand vous avez un modèle qui est piloté de l'extérieur. Et je donne deux exemples, entre autres, il y en a plein, il y a la Pologne, il y a plein, mais je suis en Hongrie. Le 3 mai 1989, je suis envoyé par le parti, et c'est l'époque où, alors la Hongrie c'est un cas d'espèce, c'est-à-dire qu'on va retrouver la Hongrie, si vous voulez, le 3 mai, n'oubliez pas qu'Helmut Schmidt a dit, la porte de Brandebourg est tombée, si vous voulez, en 1991, sur la terre de Hongrie. C'est-à-dire que le 3 mai, quand je suis là-bas, on coupe le rideau de fer. Et partout, je vais retrouver le même phénomène. J'assiste aussi en 86 à la fin du Parti communiste italien. Je me retrouve en train avec l'historien Osborne, je raconte la scène, comment on écoute les types en train de manœuvrer. Et partout, il y a le même processus. C'est-à-dire que Kadar, qui à l'époque est le chef de la Hongrie, commence par dire, bon, on appelle ça le socialisme du goulash, parce qu'on mange bien en Hongrie, tout ça, c'est le socialisme du goulash. Mais il va développer la petite entreprise, etc. On va pouvoir sortir, on va connaître, etc. Bon, d'autres formes. Eh bien, ils vont développer quelque chose de beaucoup plus grave, et ça se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que pour la première fois, il va y avoir des allusions si vous voulez, à la révolte de 56. C'est-à-dire que la révolte de 56 est interprétée comme une révolte populaire, alors qu'on parle les communistes, on massacre les juifs parce que s'il en reste, enfin, il faut voir ce qu'est 56. Et si vous voulez, et on les parle des crocs de boucher, les communistes, hein, c'est ces troupes de l'amiral Horthy. 56 est analysé comme une véritable révolte populaire qui aurait pu surmonter le modèle étroit soviétique. C'est exactement ce qu'on nous raconte dans l'eurocommunisme. D'ailleurs, quand j'arrive en 86, j'assiste à Oqueto, qui discute avec d'Almeria, tout ça, et en gros, ils vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils disent Togliatti était criminel. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire comme on dit au début, on a fait des erreurs et tout. Non, il faut revoir le passé et revoir l'histoire pour l'interpréter dans le sens de la criminalisation du passé et comment on a brisé l'élan autochtone et libérateur des peuples, l'Union soviétique. Donc, ce modèle-là, je vous le décris parce que je me balade, c'est rigolo à lire, tout ça. Et je vous raconte ce que je vois, et à cette époque-là, je ne vois pas tout. Je subodore qu'il y a quelque chose de bizarre. Il faudra que j'aille à Cuba, il faudra d'abord que je passe par le tiers-monde et que je vois ce qu'est au Bénin, ce qu'est la chute de l'Union soviétique et ce qu'ils subissent. Mais il faudra que j'aille à Cuba, et je me demande comment ils m'ont supporté à Cuba. Je vous dis la vérité, quand je pense à moi arrivant à Cuba, je me dis que je mérite des baffes. Je donnais des leçons à tout le monde, j'étais la petite française parfaite. Vous voyez, moi j'arrive, les gars, on ne bouffait plus. Moi, je ne bouffais plus non plus comme eux. Je me souviens un jour, on a mangé des pommes de terre au four avec une cuillerée d'huile. J'ai jamais mangé de si bonnes pommes de terre de ma vie. On faisait des kilomètres à pied, il n'y avait rien, etc. Et moi, je donnais des leçons, mais pourquoi un tel, pourquoi il n'y a pas ceci, enfin, j'étais infernale. Et parce que j'étais la petite... Il y a une dimension colonialiste dans notre vision du monde, il faut bien le dire. Ces types-là, ils étaient en train de se battre, mais comme des damnés. Et pendant ce temps-là, l'humanité, elle avait qui? Régine Desforges qui parlait que des putes de Cuba. Il y en avait. Pour 1 euro, vous aviez une gamine de 15 ans, c'est vrai. Mais par contre, il y avait toutes mes copines qui étaient des héroïnes fantastiques. Parce que les Cubains, je ne connais pas des gens plus propres que les Cubains. Hein. Donc, ils étaient toute la journée en train d'essayer de nettoyer, sans savon, sans rien. Moi, j'avais une copine, sa gosse avait un staphylocoque doré, il fallait laver ça à l'eau chaude. Il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus rien. Ces types-là, ils tenaient admirablement. Et nous, on avait droit dans l'UMA des discours sur Dieu sait quoi. Et
je dois dire que ma dissidence commence là. Parce que je dis, mais attention, vous vous rendez pas compte, le monde est ailleurs, le monde est différent. Et d'une certaine mesure, c'est ce que vous dit tout mon livre. C'est-à-dire, je vous dis oui, il suffit, et le miracle, je vais vous dire le miracle, c'est que quand même, c'est pour ça que je crois en ce parti. Aussi bizarre, on est vieux, on est moche, on n'est pas en forme, on n'y arrive pas, bon, on a tout. On a toutes les maladies de la terre et la création. Mais j'y crois pourquoi? Parce que, en même temps, quand je revenais de mes expéditions, comment voulez-vous que les gens à qui on passait leur temps à raconter le contraire, il y avait des copains comme, alors il y avait des salopards qui sauvaient Robert Ménard contre truc, hein, mais il y avait des pauvres gens, des gens comme Henri Malbert qui me disaient, Daniel, ils vont céder dans 6 mois, les communistes on en a marre, on ne va pas défendre les Cubains, on va se retrouver avec une catastrophe sur le dos dans 6 mois. Donc il y avait vraiment un affaiblissement de la résistance, et moi ça je peux le comprendre, hein, on a tous vécu ça. Et puis je voyais, toujours à Vénissieux, et ailleurs en France, des gens qui n'avaient aucune raison de me faire confiance, j'arrivais comme une fleur, là, je leur racontais que c'était différent, que les gens se battaient, ils étaient là, ils étaient prêts à se battre. Et encore aujourd'hui, je le vois, il y a quand même un miracle, le fait qu'ils ont tenu bon en refusant de ne pas s'appeler communistes avec tout ce qu'ils prenaient dans la gueule. Et il y a cette idée-là. D'une certaine mesure, le dernier congrès, c'est ça. C'est le résultat de tout ça, plus cette force qui a fait que nous ne sommes pas dans l'état du Parti communiste italien ou du Parti communiste espagnol, que nous, si faibles nous soyons, nous continuons, et que par rapport à ça, si vous voulez, il y a tout ça, parce que nous sommes une force de mémoire, une force qui tient, et qui tient sur des bases de classe, qui tient sur un idéal. Et moi je crois que ce qui a joué, c'est aussi le fait que justement il n'y a pas eu adhésion à l'eurocommunisme, que Marché, que d'autres ont refusé l'eurocommunisme. Et donc, on refusait les dérives dernières de l'eurocommunisme. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, voilà, c'est vrai que mon livre est optimiste, parce que je pense en avoir résumé à la fois les ombres et les lumières de notre histoire. Moi, je trouve que cette histoire mérite... Je ne comprends pas qu'on m'interdise dans le parti. On devrait, au contraire, tous ensemble, réfléchir, discuter, reprendre force ensemble et voir ensemble ce que nous avons vécu. Voilà. Donc, bon, je plaide pour ça, et c'est positif aussi. Parce que, bon, c'est vrai que mon éditeur, c'est pas un éditeur qui édite à des milliers d'exemplaires, mais je suis son best-seller. J'ai été interdit partout, et les communistes l'achètent, le lisent. Alors le blog joue un rôle, mais pas que le blog, il y a partout ces lieux de résistance qui refusent de devenir des bigots. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on est en train de transformer en des bigots d'une religion qui conduit au drame. Voilà ce que je pense. Et qui conduit à la fin, et qui conduit, c'est des hypocrites. Non seulement ce sont des capitalistes, mais ce sont des hypocrites. C'est-à-dire que non contents de nous créer le malheur partout où ils passent, il faut en plus qu'on dise qu'ils sont bons. Et ça, non. Donc voilà, je vous ai dit en quelques mots, j'espère ne pas avoir été trop longue et avoir laissé du temps pour d'autres. Voilà.